Bar Automobile, négociant et mandataire automobile depuis 30 ans, présente Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée avec le top 14 au programme et les succès du Racing à Bayonne. Y a-t-il la crise à l'Aviron? On va en parler avec nos consultants. Le succès de Montpellier à La Rochelle, le carton de l'UBB, on en parlera à partir de 19h15. Et puis le tournoi Destination, la victoire de l'Irlande, le succès qui est peut-être en train de se dessiner pour l'Écosse. Et puis on parlera bien sûr de Galles-France. Nos invités, nos analyses également avec nos consultants Jean-Baptiste Elissal, Philippe Spanghero. Et puis on va jouer également. Vous nous appelez au 0826 300 300. Bienvenue dans Au cœur de la mêlée. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonsoir Jean-Baptiste Elissal de notre consultant Sud Radio et Philippe Spanghero. Salut les gars. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Salut Philippe. Salut François, bonsoir à tous. Et bien sûr Cyprien Bétou, Quentin Cabanis, toute l'équipe et vous les auditeurs qui pouvaient d'ailleurs, Quentin, on va commencer par ça, gagner des places sur Sud Radio, des places pour la prochaine journée du Top 14, la 18e, ce sera fin février. Eh oui, ce sera le week-end du 28 février pour être précis, et c'est des places pour le match de 16h35, un des matchs du multiplex, le savoureux Stade Français Perpignan. Ce sera donc un match de la 18e journée et c'est à gagner avec Canal+ et Sud Radio. Pour jouer, c'est très simple, vous envoyez Sud par SMS au 7 20 18, SUD par SMS au 7 20 18 pour remporter vos places pour assister à la rencontre entre le Stade Français Paris et l'USAP le 28 février à 16h35. Ouais, c'est noté. Les résultats de la 17e journée du Top 14, Cyprien Bétou, avec toi, une journée qui a commencé sur l'antenne de Sud Radio avec le carton de l'UBB face à Castres. Exactement François, victoire de Bordeaux-Bègles face à Castres à domicile 55-32 avec un bonus offensif arraché après le après le gong, exactement, avec un essai de Damien Penaud. Victoire du Racing 92 qui est allé battre Bayonne à Jean Daugé, deuxième fois que Jean Daugé tombe de suite, 41-36, bonus défensif néanmoins pour les Bayonnais. Le succès large des Lyonnais face à Montauban, 73-12, et la défaite de La Rochelle à domicile à Marcel de Flandre face à Montpellier, 43-33. Ce soir, Toulon-Clermont, et tu l'as dit, Perpignan-Pau sera reporté dimanche prochain. Voilà, pour les questions de climatiques, météorologiques, les difficultés, les inondations. On a d'ailleurs une pensée pour tous ceux qui sont dans la difficulté, qu'ils soient dans le sud-ouest ou au bord de la Méditerranée et sur toute la zone, bien sûr, où nous sommes écoutés sur Sud Radio, la radio du rugby. Messieurs, Jean-Baptiste Elissal, quel résultat dans ce multi tu veux mettre en exergue, Jean-Baptiste? On parlera bien sûr du tournoi à destination dans la deuxième demi-heure de cette émission. Eh bien écoutez, les week-ends se suivent et se ressemblent ici. Mais bon, comme ici il y avait à La Rochelle, Jean-Baptiste. C'est ça. Et comme il y avait mon ancienne équipe en face, j'ai regardé ce match. Ils sont passés me voir au café. Ils avaient l'air confiants. Et Benoît Payog m'avait dit que s'il restait dans le match pendant les 50 minutes ou 60 minutes, il pourrait l'emporter. C'est ce qui s'est passé. Donc voilà, le clin d'œil c'est pour Montpellier parce que il leur fallait absolument cette victoire à l'extérieur pour s'installer dans les 6 et même peut-être plus. Et ils ont fait preuve encore de robustesse avec notamment une très belle mêlée encore. Ouais, Philippe Spanghero, qu'est-ce que tu retiens toi de ces 3 matchs de multi, La Rochelle-Montpellier, Bayonne-Racing et Lyon-Montauban? Le coup du Racing pour 2 raisons. D'abord parce que le Racing peut regarder vers le haut, et puis honnêtement c'est quand même la surprise de ce championnat. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. C'est quand même une saison de transition avec un changement de politique du côté du Racing, avec un pari sur la formation et puis sur des jeunes joueurs. Donc pari qui est en train de devenir payant du côté de Patrice Colazo et de son staff. Et puis du côté de Bayonne, parce qu'on s'enfonce clairement dans la crise du côté de l'Aviron. On est très loin des objectifs affichés en début de saison. Et puis on commence à y voir plus clair sur cette deuxième partie de tableau, puisque il y a une inversion quand même des dynamiques. On y reviendra tout à l'heure. Mais Lyon, qu'on pensait quasiment condamné à cette place de 12e, finalement a changé la dynamique. Et puis c'est Bayonne qui paraît quand même enferré plutôt vers le bas.
Oui, tourner vers le bas. Tiens, d'ailleurs, Cyprien, est-ce qu'on peut juste les tendances du classement, parce que c'est vrai que des positions ont bougé. Alors, ça n'a pas bougé en tête avec le Stade Toulousain et la section Palace, mais ça a bougé derrière. Oui, exactement, ça a bougé puisque Bordeaux-Bègles est de nouveau 3e avec 50 points, juste devant Montpellier 4e, 48 points, et devant le Racing 92, 45 points. C'est ces 3 équipes-là qui ont jusqu'à présent fait le bon coup de cette 17e journée. À noter que le Stade Français est 6e, 43 points. Ils ont un match en retard demain soir contre le Stade Toulousain. Et en plus bas dans le classement, eh bien le bon coup, ce sont les Lyonnais qui l'ont fait, puisqu'avec ce succès bonifié, ils reviennent à 37 points, tout comme La Rochelle 10e. Les Lyonnaises, eux, sont 11e et passent même devant Bayonne qui est à 36 points. Pour ce classement, est-ce que, selon toi, Jean-Baptiste, Bayonne est enfoncé dans la crise après cette deuxième défaite à domicile? On le rappelle que Jean Daugé a longtemps été, pendant 19 mois, une forteresse imprenable. Il y a eu la victoire de Castres lors de la précédente rencontre à domicile pour Bayonne, qui rechute encore. Est-ce que ça y est, c'est la glissade là vers la crise? Eh bien, on en parlait il y a un mois, que quand cette petite étoile qui faisait gagner Bayonne sur les fins de match à l'arraché allait disparaître, ça allait être compliqué. Et vous savez, quand vous êtes joueur, même si tout n'est pas vrai sur les réseaux sociaux et dans les médias, quand vous entendez que votre manager est en partance pour Brive ou qu'il sera en discussion avec Brive et que vous avez toutes ces histoires autour de vous et que les résultats commencent à dégringoler, malheureusement, ça sent pas très bon. D'autant plus que là, ça s'est pas joué sur le fil. Le Racing a quand même une belle emprise. Ils sont restés collés au score. Ils ont bien géré la fin de match. Donc oui, je pense que Bayonne va malheureusement vivre une fin de saison pénible, à l'abri forcément de la relégation, puisque Montauban est très très loin et Perpignan aussi, mais dans un ventre mou qui m'inspire pas vraiment de bonnes choses quant à ce qui va se passer dans l'équipe et surtout autour. Ouais, le fameux ventre mou. Et là, il y a une petite cassure qui s'est, comme le disait tout à l'heure Philippe, qui s'est opérée et qu'on a bien senti au niveau des écarts de points au classement. Est-ce que le seul petit rayon de soleil à Bayonne aujourd'hui, Philippe, c'est l'arrivée, ou en tout cas le retour de Tatafou, qui a inscrit un essai à la 62e minute? Oui, il a fait du bien par sa puissance. C'est sûr que ça fait partie des éléments importants. Donc, il y a quand même des certitudes par rapport aux joueurs, aux individualités. Il y a le match de Fischer aussi. On en avait beaucoup parlé en début de saison. 2 essais pour Fischer. Au niveau des individualités, il y a quand même des satisfactions côté bayonnais, mais collectivement, on sent quand même une équipe en grand manque de confiance. Et ça, on l'illustre quand même par les stats. 12 pénalités à domicile, une équipe qui franchit quasiment 2 fois plus que son opposant du jour, mais qui manque beaucoup de réalisme sur ses temps forts. Donc il y a trop de lacunes, beaucoup de passes inutiles. Ils ont joué à l'envers, et à l'inverse, le Racing a fait le match parfait à domicile, plutôt discipliné, fort sur les zones de ruck, qui a peu fait circuler le ballon, très peu de passes du côté du Racing. Ils ont utilisé le jeu au pied, et face à ça, cette équipe de Bayonne fébrile n'a pas su s'adapter. Jean-Baptiste, toi qui as connu beaucoup de choses en tant que coach depuis 2008, c'est ça, tu as commencé à coacher en 2008. Ouais, un peu plus tard, 2010. Ouais. 2010. Bon, voilà, tu as vécu toutes les situations qu'on peut imaginer en tant qu'adjoint, en tant que numéro 1. Voilà, comment, si tu avais un conseil à donner à Grégory Patate, tu lui dirais quoi, là, ce soir, s'il t'appelait? C'est pas facile cette question. Ah oui, François. Mais j'aime te piéger. Vous savez, quand on est dans une dynamique comme ça, il faut absolument que les joueurs reprennent confiance. La confiance, tu l'as que quand tu gagnes. Il faut absolument qu'ils se remettent à gagner par tous les moyens. Peut-être en réduisant un peu la voilure, et surtout en essayant de redonner la banane aux joueurs la semaine. Mais c'est très difficile, parce que quand le moral ne va pas et que la confiance a quitté les joueurs, malheureusement c'est très difficile de la récupérer. Donc voilà, mais comme l'a dit Philippe, il y a tous ces franchissements qui n'aboutissent pas, c'est qu'il y a quelque chose un peu, le ressort est un peu cassé. Force à Grégory. Maintenant, je sais pas dans quelle entre guillemets, dans quelles conditions il est lui aussi. Je vous dis, on en parle de lui à Brive, c'est quand même assez paradoxal, alors que rien n'a été annoncé du côté de Bayonne. On sait que son président a eu des sorties un peu dures face à lui. Donc j'ai l'impression qu'il est un peu seul contre tous avec son équipe. J'espère que les joueurs vont pas le lâcher. Il faut qu'il aille chercher au plus profond de ses anciens combattants.
Ouais, Voilà. Philippe, entre La Rochelle et Bayonne, on va dire, est-ce que c'est la même situation? Est-ce que tu vois La Rochelle qui a plus de chances de se sortir du ventre mou que Bayonne? Mais alors honnêtement, c'est dur à dire. Pour moi, c'est pas du tout les mêmes contextes. Voilà, depuis l'intersaison, il y a une ambiguïté forte à Bayonne qui n'existe pas à La Rochelle dans le staff, avec l'incertitude sur cette relation entre Greg Pata et Laurent Travers, qui a certainement cristallisé pas mal de choses. Cette équipe aussi qui découvrait les phases finales, et c'est jamais facile après une saison aboutie comme ça de repartir avec d'autres objectifs, une vraie ambition, des attentes en interne et en externe qui sont pas les mêmes. Donc pour moi c'est très différent de La Rochelle. La Rochelle, il y a une question quand même qui revient depuis quelques saisons sur cette fin de cycle potentielle, cette difficulté à faire émerger de nouveaux joueurs. Ça fait 2 saisons que régulièrement on se pose la question parce que cette équipe de La Rochelle, elle est en dents de scie, donc les dynamiques n'étaient pas les mêmes pour moi. Aujourd'hui, ils sont tous les deux dans une situation difficile où ils sont pas du tout au rendez-vous des attentes. Et là, en effet, il y a des questions à se poser sur des électrochocs à créer avec les staffs. Mais est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce qu'il faut pas travailler dans la sérénité pour préparer une saison prochaine beaucoup plus apaisée? C'est la question que doivent se poser les dirigeants des 2 clubs en ce moment. Ouais, Jean-Baptiste, est-ce qu'il ne faut pas que les Rochelais viennent te voir plus souvent au bar? Parce que tu as parlé tout à l'heure des Montpelliérains qui sont passés, ils ont gagné. Voilà. Est-ce que c'est pas ça, finalement, une recette toute simple? Il y a quelques Montpelliérains qui sont passés, notamment les plus proches. La maman de Benoît Payog habite à 2 maisons des vieux crampons, donc il était normal qu'il quand même vienne voir son grand frère au passage. Oui. Non, à La Rochelle, Philippe l'a bien dit, je crois que c'est 2 contextes différents. À La Rochelle, il n'y a pas de... il me semble, j'en entends pas parler en tout cas, qu'il y ait de questions à se poser sur le staff. Peut-être que le staff, eux, s'en pose beaucoup des questions, mais en tout cas, les dirigeants n'ont jamais tranché dans le vif comme ça en cours de saison, ou avant la fin des contrats des entraîneurs, ça n'arrive jamais quasiment, donc je vois pas quand ça arriverait. Il y a plus de sérénité, il me semble, qu'à Bayonne, comme ça, de l'extérieur. Ouais, mais quand même, le fil semble un petit peu distendu, ou en tout cas, il y a un truc qui va pas bien. Quand même. En fait, ce qui se passe à La Rochelle, c'est que sur l'histoire rochelaise, sur les 100 dernières années, c'est pas très grave ce qui arrive au club sur les 2 dernières années. Ne pas se qualifier dans le top 6 cette année, ça sera pas une catastrophe non plus. Je pense que le club se pose beaucoup de questions quant à sa formation. Je pense que le club est dans une fin de cycle, notamment sur ses joueurs majeurs qui vieillissent. Skelton est blessé, donc avec beaucoup de blessures aussi, t'as du mal à te renouveler. Tu fais jouer souvent les mêmes et tu sens que ça manque d'énergie. Et encore une fois, dans ce sport de haut niveau, quand tu sens que la confiance commence à disparaître, le moindre petit grain de sable qui vient se mettre dans la machine enraye tout. Et c'est ce qui s'est passé encore aujourd'hui, puisqu'ils sont dans le match à 16-10 ou 17-10, et puis il y a un essai Montpelliérain juste avant la mi-temps, ils tiennent. Et tu sens que dans les 20 minutes qui arrivent, là, entre la 40 et la 60e, tu sens que La Rochelle va s'exposer, ou est en train de penser qu'elle va perdre le match, qu'elle peut perdre le match, mais tu le sens dans le stade, tu le sens dans le comportement des joueurs, et pas manquer, quoi. À la moindre occasion, Montpellier a marqué, et après c'était quasiment inéluctable, et c'est vraiment typique des équipes en manque de confiance. Mais je vous dis, par rapport au contexte externe, c'est-à-dire les dirigeants et tout ça, je pense qu'il y a plus de certitude ici qu'à Bayonne. En tout cas, c'est silence radio du côté de La Rochelle. Ouais. T'es pas consulté, par exemple, sur. On vient pas te voir pour ce. Qu'est-ce que t'en penses, non? Comme ça. Non, si, mais bien évidemment, il y a des gens, qui passent prendre le café. Mais des gens du club ou des gens. Oui, mais je suis pas. C'est très difficile. Et puis j'ai mon petit au milieu de tout ça, un nom qui porte beaucoup. J'essaie de me faire le plus discret possible. Puis j'ai pas de leçons à donner. Ton fils qui joue en espoir, rappelons-le. Ouais, c'est ça. Et puis donc j'ai pas forcément de leçons à donner, mais c'est vrai que de l'extérieur, moi quand je regarde le rugby, je le regarde techniquement. Je suis pas supporter, bien sûr que j'ai un petit faible pour La Rochelle, et bien évidemment, heureusement, mais je sens qu'il y a pas, comme je vous l'ai dit, il y a pas trop de suite dans les idées. On est passé d'une équipe très très costaud, qui marquait beaucoup d'essais, qui allait dans des pénal-touches, qui a gagné 2 titres européens comme ça, à une équipe qui là veut se passer le ballon, mais sans trop de continuité, parce que les joueurs ne courent pas, les avants se déplacent moins. Voilà, donc j'en parle, mais vraiment très peu.
Voilà, mais en tout cas, c'est bien d'en parler sur l'antenne de Sud Radio. Un petit point à Murrayfield, Quentin Cabanis, parce que c'est la deuxième journée du tournoi de destination. Demain, Galles-France, mais actuellement, le deuxième match de cette deuxième journée, c'est Écosse-Angleterre. Et peut-être que les espoirs anglais de victoire finale sont peut-être en train de tomber là aujourd'hui dans la Calcutta Cup. En tout cas, ça sent mauvais pour le Grand Chelem, pour cette équipe d'Angleterre qui est en train de perdre assez lourdement en Écosse, 31-13 après 69 minutes dans cette rencontre. Les Écossais qui ont en plus le bonus offensif en poche, donc voilà une après-midi un petit peu galère pour les Anglais. Il y a eu un moment fort dans le match, c'est le carton rouge de 20 minutes de Arundel qui aura fait très très mal à cette équipe d'Angleterre, qui aura joué au final une demi-heure en infériorité numérique puisqu'il avait déjà pris un carton jaune avant, Harry Arundel. Donc voilà. Ouais. Après-midi compliqué pour les Anglais, et je pense qu'en Écosse on a le sourire, et en plus il ne pleut pas. Ouais, et en plus ils obtiennent une pénalité à l'instant précis en mêlée pour une mêlée écroulée côté anglais, et pénalité à peu près sur la ligne médiane en faveur des Écossais, 31-13, donc bonus déjà pour les Écossais. Allez, à tout de suite sur Sud Radio, la suite de Cœur de la Mêlée. Dans un instant on reparle du succès de l'UBB face à Castres. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée avec vous, bien sûr, sur Sud Radio, avec le micro ouvert aussi, c'est mieux, avec Jean-Baptiste Elissal, Philippe Spanghero, bien sûr, Cyprien Bétou, Quentin Cabanis, toute l'équipe est là. 31-13 toujours pour Écosse-Angleterre, les Écossais qui mènent. Il reste 10 minutes dans ce match que l'on suit en fil rouge dans cette émission. Dans 10 minutes, un ancien du 15 de France également, qui a peut-être croisé aussi la route de Jean-Baptiste, c'est Fabrice Landreau qui sera avec nous parce qu'il a connu aussi en tant que joueur à l'époque le rugby gallois en club, et on avait envie d'en parler avec lui. Il sera notre invité. Nous basculerons sur ce Galles-France à partir de 19h30. Philippe Spanghero, retour quand même sur ce match d'ouverture de la 17e journée UBB Castres, voilà, avec un match complètement fou, 8 essais à 5. On va dire les deux équipes se sont un peu rendues coup pour coup, quoi. On avait l'impression de voir du rugby champagne tout au long de l'après-midi. Ouais, alors honnêtement, c'était un match un peu piège pour l'UBB parce que cette équipe de Castres ne leur réussit pas beaucoup. Elle est souvent venue leur poser des problèmes à Chabannes-Delmas. Et puis, c'est une équipe qui est plutôt en confiance et l'UBB avait besoin de se rassurer. Donc, en effet, elle a su répondre après une bonne entame castraise. Elle a plutôt déroulé en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, c'est vrai que les Castrés sont revenus, se sont rendus coup pour coup. On a senti quand même une maîtrise de l'UBB dans ce match. C'était un match important, ça leur permet quand même de se remettre un peu à l'abri en haut du tableau, en haut du classement, parce que, on le répète, ça fait partie de ces équipes avec le Stade Toulousain aujourd'hui qui ont de l'ambition sur les deux tableaux, et on va commencer à rentrer dans la gestion des effectifs. Et donc, il faut pour ça pouvoir être un peu serein au classement. C'était un match important pour l'UBB ce soir. Voilà, important sur le plan comptable, on le disait, l'UBB est 3e, 50 points. Ça, c'est important. Toi, le technicien Jean-Baptiste Elissal, qu'est-ce que tu as appris de l'UBB selon toi ce soir qu'est-ce qui est important pour Yannick Bru et le staff après cette victoire bonifiée après la sirène, on le rappelle, à la 84e. Ouais, c'est ça, cet état d'esprit d'aller chercher le point de bonus à la fin dans un match débridé. C'est bien maîtrisé de la 7e à la 40e minute, vraiment bien, avec un jeune numéro 10, la Rag, ça a noté aussi, 2007 il me semble. Oui. C'est quand même c'est quand même des bons débuts, mais il y a un petit mais, c'est que quand même il y a beaucoup de points encaissés et assez pas facilement, mais et ça, mine de rien, il faut y faire attention parce que contre d'autres équipes un peu mieux armées, dans d'autres contextes, ça peut peser. Voilà, donc tout le monde doit être très heureux à Bordeaux, et Kiki Lossuc doit se poser des questions un peu sur sa défense quand même. Voilà, mais c'est vraiment ça peut faire aussi un peu faire partie peut-être de la philosophie, c'est-à-dire comme le Barça en football, c'est-à-dire que tant qu'on marque un ou deux buts de plus que l'adversaire, même si on en prend 2 ou 3, c'est pas forcément très grave. Voilà, 5 pénalités concédées seulement pour les Bordelais, 18 turnovers perdus. Voilà, ça fait partie et seulement 2 gagnés. Alors les balles.
Pardon, les ballons perdus, il y a quand même une orgie de jeu, comme vous l'avez dit, donc faut les remettre en perspective, un peu entre parenthèses, en perspective. Mais par contre, la discipline, c'est quand même un point fort de Bordeaux depuis pas mal de semaines maintenant. Voilà, c'est Castré qui n'était pas si loin quand même, Cyprien, dans ce match. Ils sont restés au contact, et puis on a même cru qu'à un moment, il allait peut-être avoir... voilà, c'est le paradoxe de ce match au final. Ouais, exactement, mais c'est surtout du côté Castré, ce qu'il faut retenir, c'est j'ai l'impression que ce sont surtout les trois quarts Castré qui se sont illustrés cet après-midi. Alors il y a eu beaucoup de jeux, tu l'as dit Jean-Baptiste, mais mine de rien, Castres, qui d'habitude se repose sur une grosse conquête, a été peut-être mis plus en difficulté devant et derrière, notamment on pense à l'arrière Chabouni qui a été plutôt en réussite. C'est nouveau aussi. C'est nouveau, oui, la paire de centre, mais c'est nouveau peut-être pour les Castrés depuis le début de saison, avec une ligne de trois quarts plus performante que les dernières saisons. Ouais, pas si nouveau que ça sur les 2 derniers mois. On en avait parlé après un match qu'ils avaient très bien maîtrisé. Je crois que c'était face au Stade Français chez eux. Il me semble, on en avait déjà parlé, que j'avais trouvé beaucoup de maîtrise, notamment dans l'alternance et la bonne connexion entre les trois quarts quand ils tournent le jeu. Ils y vont. On sent qu'il n'y a pas d'hésitation. C'est vraiment, ils y vont ensemble. Ils progressent dans ce domaine-là. Ils ont eu quelques bons résultats en plus, donc ils ont pas mal de confiance. C'est vrai, par contre, tu peux pas espérer matcher en prenant 8 essais, quoi. Ça, c'est pas possible. Oui, alors qu'on t'appelle, j'ai l'impression. C'est les Montpellierins, ils veulent le ramener Jean-Baptiste à Ils sont venus avec le bus pour faire la fête. Et je crois que vous êtes pas loin de la vérité. Jean-Baptiste Elissal, depuis son bar à La Rochelle, au Vieux Crampon. On va écouter, Max Lucu, à la fin de ce match, qui est revenu au micro de Nicolas Delage sur la performance d'ensemble de l'UBB. Vu qu'on était lancé dans un point de bonus assez inespéré, de toute façon là il fallait donner les dernières cartouches. Il fallait surtout du soutien pour percer. J'aurais pas pu faire 80 mètres, mais en tout cas oui, il fallait essayer de le faire. On l'a très bien fait. Je retiens l'état d'esprit de ça, mais tout le monde a été collectif sur ce coup-là et on a été chercher un bel essai qui comptera à la fin de la saison, j'espère. Ouais, ce bel essai, Philippe Swanguero, il est signé Damien Penaud, qui en a inscrit 2 aujourd'hui. D'abord, pas d'en avant là sur cette place de Woki là, qui passe les bras comme ça dans le dos, et il les passe très haut dans le dos de Bagé, le Castré. Il y a eu vidéo pour toi tout de suite, il n'y avait pas de doute? Alors, on va dire que c'est sur la ligne. Ouais, donc voilà. Mais bon, on va dire que les mains n'allaient pas vers l'avant. En tout cas, il y avait une intention de la donner derrière. Le geste c'était tellement beau que ça méritait. C'est vrai. Juste sur la performance, Philippe, de Damien Penaud, ça fait partie des joueurs qu'on regarde un petit peu, peut-être plus attentivement que les autres pendant cette période de tournoi. Est-ce que tu le vois retrouver son niveau? Est-ce que il peut séduire Fabien Galtier? Le séduire, il l'a déjà séduit, voilà. En tout cas, le reséduire. Ouais, il y a le reconquérir, c'est à Saint-Valentin. Malheureusement, c'est vrai que, encore une fois, ce qui est difficile quand tu perds le maillot, entre guillemets, c'est que tu es dépendant aussi de la performance collective et de comment tourne l'équipe. Et donc, c'est vrai que là, il y a un premier match très abouti contre l'Irlande. On verra ce qui va se passer dimanche. Mais collectivement, et puis du côté des joueurs qui postulent à son poste. Donc la difficulté c'est surtout celle-là, c'est que il n'est pas seul à avoir la décision. Il peut en effet faire des bons matchs, mais malheureusement il a perdu sa place pour l'instant. Donc après c'est long encore, il y a encore 14 matchs, je crois, ou 15 matchs jusqu'à la Coupe du Monde, donc il peut se passer beaucoup de choses. Et c'est sûr qu'il a donné assez de garanties par le passé pour que le staff l'ait pas oublié, c'est une certitude. Mais en tous les cas, il y a un petit train pré-Coupe du Monde qui est parti sans lui pour l'instant. Oui, attention au train anglais aussi qui est peut-être en train de revenir du côté de Murrayfield, Quentin. Oui, le suspense est peut-être relancé, François. À 2 minutes 30 de la fin du match, les Anglais qui viennent d'inscrire un essai par l'intermédiaire de Ben Earl en position d'ailier, le numéro 8 qui récupère le ballon et qui va aller inscrire cet essai. Alors,
Le succès, je pense, sera évidemment écossais à 2 minutes de la fin du match. Il y a 11 points d'avance pour les Écossais. Mais pourquoi pas un bonus défensif à aller chercher pour les Anglais. En tout cas, ils ont moins de 2 minutes pour aller inscrire des points, les Anglais. Et un essai devra être marqué puisque une pénalité ne suffira pas à les ramener à 7 points d'écart. Voilà, c'est la magie du tournoi. 31-20, il reste 1 minute 30 dans ce match entre l'Écosse et l'Angleterre. Est-ce que, Jean-Baptiste, Damien Penaud, on va dire la performance du jour, est-ce qu'elle est à prendre en compte? Est-ce qu'elle peut compter dans le regard qu'aujourd'hui le sélectionneur porte sur, on va dire, son joueur qu'il connaît, qu'il suit, qu'il connaît par cœur? Est-ce qu'il a fait un bon match? Il a fait son match. En fait, c'est pas la performance du jour, c'est la performance des jours pour Damien. Je pense que il va devoir progresser. C'est quelqu'un qui est assez particulier, hein, un peu léger, un peu hors sol, qui prend vraiment le rugby avec tout le côté plaisir. Et je pense qu'il va devoir se faire violence, et c'est pas donc la performance d'un jour, c'est tous les jours qui restent à venir, toutes ces semaines d'entraînement, toutes ces minutes d'entraînement où il va devoir aller chercher le meilleur de lui. C'est quand même un phénomène. Donc s'il commence à se réveiller, à prendre conscience que voilà, le petit wagon qu'il a de retard là commence à le peser, qu'il a ce côté un peu compétiteur qui ressurgit en lui, moi n'en pas douter, il sera dans le bon train pour la Coupe du Monde, sans aucun doute, parce que c'est quand même il a ce que peu ont, c'est-à-dire une facilité d'accélération, une facilité de débordement, c'est quand même un cheval, comme on peut dire, hein, c'est quand il déplie les guindeaux, enfin il y en a pas beaucoup qui peuvent lui résister, donc voilà, c'est pas forcément que ce week-end, et que le week-end d'après, il va falloir qu'il montre au staff qu'il est redevenu quasiment implacable, et sur tous les domaines qu'on peut lui reprocher. À noter que la liste des 42 pour préparer l'Italie est déjà sortie. Damien Penaud n'est pas dedans, tout comme Maxime Lucu ou encore Nolan Le Garrec, qui sont revenus sur les terrains ce week-end. Écosse-Angleterre. Écosse-Angleterre, 15 secondes après la sirène, et ça y est, le match est fini, même avec un succès bonifié pour cette équipe d'Écosse face à l'Angleterre, qui ne prendra pas le point de bonus défensif. Score final 31-20 pour les Écossais face aux Anglais. Oui, grosse surprise quand même si on connaît le niveau de l'Écosse, mais l'Écosse avait été battue en Italie la semaine dernière, et dès la deuxième journée, l'Angleterre qui tombe, qui voit son rêve de victoire, ou en tout cas de grand chelem qui s'envole, et donc voilà, les Français qui doivent être encore plus motivés pour demain, le déplacement au Pays de Galles-France. On va en parler dans un instant sur Sud Radio. Restez avec nous et vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Debar Automobile, négociant et mandataire automobile depuis 30 ans, présente Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée pour parler de rugby, de tous les rugby bien sûr, du top 14. On en a parlé avec Philippe Spanghero, avec Jean-Baptiste Elissal, de la 17e journée qui se poursuivra ce soir sur notre antenne avec Toulon-Clermont, suite de cette 17e journée, on le disait. Et puis le tournoi des 6 nations. À l'instant, Quentin, tu confirmes donc la victoire de l'Écosse face à l'Angleterre. Ouais, et oui, succès bonifié des Écossais à domicile face à cette équipe d'Angleterre. Score final 31-20 pour les Écossais, 4 essais à 2 pour l'Écosse. Voilà, les Français se déplacent demain au Pays de Galles pour clôturer cette deuxième journée du tournoi, qui s'est ouverte aussi par une victoire difficile de l'Irlande aux dépens de l'Italie 20-13. Mais en tout cas, les Français, eux, on va dire, ont tous les voyants au vert. Pour en parler, Jean-Baptiste Elissal, bien sûr, notre consultant Sud Radio, Philippe Spanghero également, toute l'équipe Sud Radio, et notre invité ce soir, Fabrice Landreau, ancien talonneur du 15 de France, ancien entraîneur aussi du Stade français, ancien joueur bien sûr du Stade français, ancien entraîneur notamment du Stade français, de Toulon, de Grenoble. On est ravis d'accueillir sur notre antenne Fabrice Landreau. Salut Fabrice. Salut François, salut Jean-Baptiste, salut Philippe. Salut. Voilà. Merci. Fabrice dit Néné, donc ne soyez pas surpris si jamais. Oui. Voilà, c'est ça, bien sûr. Mais voilà, on est heureux de t'avoir avec nous. D'abord, j'imagine que quand le tournoi est là, forcément, tu as ton œil de passionné qui ressurgit, parce que cette compétition est toujours quand même magique. On vient de le voir avec la victoire de l'Écosse aux dépens de l'Angleterre. Ouais, magnifique victoire des Écossais, très bien construite, et puis aussi un petit peu avant, quand même, un super match entre l'Irlande et l'Italie. Donc je pense que cette année, on est vraiment gâtés.
Gâté, effectivement. Demain, les Français vont se déplacer au Pays de Galles. J'avais envie d'avoir ton regard quand même sur le rugby gallois, parce que tu fais partie des rares joueurs, Fabrice, qui a joué une année dans le rugby gallois. Alors c'était le rugby, on va dire, de tout début du professionnalisme, ou en tout cas qui était un peu à la croisée des chemins. Mais tu as vécu ça de l'intérieur, toi, Fabrice, c'était à la fin des années 90. Ouais, effectivement, maintenant c'est un très très bon souvenir. C'est vrai que je me rendais pas compte de la chance que j'avais de pouvoir m'inspirer un petit peu de ce rugby britannique, et puis ce peuple gallois quand même qui a dominé les années 70, faut pas l'oublier. Et moi je suis arrivé dans une période où le rugby gallois commençait à rentrer un petit peu en crise, le rugby devenait professionnel, et bien évidemment on s'est aperçu que les clubs étaient pas forcément bien structurés pour pouvoir assumer, en tout cas financièrement, un statut de professionnel, et il a fallu pas mal réformer avec l'aide de la fédération le rugby gallois, mais qui a eu une super décennie, avec Lou Welling capitaine. Ils ont dominé le rugby mondial pendant une dizaine d'années, et là qui retombe un petit peu en désuétude, c'est très compliqué. Le Pays de Galles, c'est 3 départements français, c'est une petite province, et tous les clubs sont au sud. Voilà, et aujourd'hui il reste plus que 3 provinces, et c'est assez compliqué de relever la tête et d'attendre la nouvelle génération. Ouais, c'est une grave crise, Philippe Swanguero, quand même, sur on va dire crise financière. Tiens, demain le stade ne sera pas plein à Cardiff, et ce qui a quand même de graves incidences sur les finances du rugby gallois, financé uniquement par la fédération qui nourrit les franchises. Mais c'est vrai que c'est un rugby qui est, on va dire, au sommet de sa crise actuellement. Oui, au sommet de sa crise. Alors la crise, elle n'est pas que financière, parce que financièrement, les échelles sont pas très élevées. Il faut rappeler que le rugby gallois a des fondations quand même assez solides. Ils font partie des fédérations qui sont propriétaires de leur outil de travail avec le Millennium, et ça c'est un élément très important et très structurant. Donc à l'échelle des enjeux économiques et des pertes de ces dernières années, il y a quand même des actifs en face qui sont très solides. Et puis surtout, je le répète, mais ils font partie, comme les autres nations, ils sont actionnaires de la société commerciale des 6 nations, qui est un socle économique très important. Alors en effet, c'est un petit pays, mais un nombre de licenciés, si vous comparez ça à l'Italie, par exemple, qu'on a vu performer quand même cet après-midi, enfin même s'ils ont perdu, mais on sent une dynamique du rugby italien qui est très différente de celle du rugby gallois. On se dit que finalement le vivier gallois pourrait être suffisant. Le vrai sujet pour moi, au-delà de l'économie, c'est cette incapacité qu'ils ont eue à se réinventer. Alors je souhaite pas ça à l'Irlande, mais j'ai l'impression que sportivement c'est un peu ce qui se passe en Irlande aujourd'hui. Après cette génération dorée là de la Coupe du Monde 2019. Et qui a survécu encore un an ou deux. On sentait que ça déclinait un peu, mais ils ont un grand qui est l'arbre qui cache un peu la forêt, et je pense qu'ils se sont rendus compte beaucoup trop tard qu'ils avaient une génération à renouveler, ou ils n'ont pas su la renouveler, mais en tous les cas pour moi l'échec il vient surtout de là, parce qu'après bien sûr les finances rejoignent le sportif, c'est-à-dire que quand vos supporters sont plus fiers de votre équipe nationale, il y a un désamour qui se crée, et ça impacte les recettes billetterie, ça impacte le merchandising, ça impacte vos recettes partenariats, et là la dynamique négative, la spirale négative, elle est totale. Ça s'enraye, la machine s'enraye. Jean-Baptiste Elissal, ton regard technique quand même, parce qu'il y a un nouveau coach côté gallois, Steve Tandy, qui est on va dire l'entraîneur en chef depuis le début de la saison, on va dire. Il y a quand même des jeunes joueurs, mais on les voit pas briller non plus en Champions Cup. On a vu Claneckley, il y a beaucoup de joueurs derrière qui sont de Claneckley, ils ont pris 50 points à l'UBB. C'est cette crise des talents quand même qui affecte aujourd'hui le rugby gallois. Ouais, même si on peut peut-être y voir une lueur d'espoir avec leur génération moins de 20 ans. On verra ce soir apparemment elle est prometteuse, mais c'est vrai que le pauvre, c'est pas costaud. Ça va pas très vite. Ils ont pas de facteur X. Ils ont une conquête avec des piliers qui, je crois, ne joueraient peut-être pas en Pro D2 ici en France. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. À part peut-être un ou deux éléments qui pourraient peut-être jouer dans une autre nation du top 5.
Le reste, c'est pas bon du tout. Donc le technicien, là, malheureusement, le pauvre, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a et il a pas grand chose. Donc c'est vrai que c'est une crise à passer. J'espère pour eux qu'ils vont se renouveler avec une jeune génération, parce que c'est vraiment un bel endroit. Je sais que à chaque fois que j'ai été jouer dans ce stade et que j'ai été dans cette ville, il y a quand même quelque chose de très fort qui ressurgit autour de toi. Enfin, il y a une ambiance, une atmosphère assez incroyable, et il mérite ce pays d'être là et d'avoir une équipe bien meilleure que ça. L'ambiance est folle, même quand on joue les All Blacks. Il y a le Tiger pour les après-matchs. Voilà, Tiger, ça. Fabrice, peut-être tu peux... Non, tu vas pas nous en parler. Tu connais pas non plus, Fabrice? Non, mais moi, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, bien sûr. Fabrice Landreau, est-ce que toi qui as connu ce rugby de club, alors c'était un autre, bien sûr, rugby, mais il y a quand même cet esprit gallois. Le rugby était au cœur de la société et de l'identité galloise, et aujourd'hui, ce n'est plus le sport numéro 1. C'est ça qui a changé, en fait. C'est le foot aujourd'hui qui est dominant. Ouais, c'est le foot, et malgré la restructuration des clubs, on est passé de clubs privés à des franchises, en essayant de rassembler des clubs avec aussi des académies qui se sont créées, mais c'est compliqué. Le rugby se pratiquait beaucoup au collège et ensuite à l'université, mais bon, ça c'est vraiment difficile aujourd'hui de fidéliser le jeune public. Voilà, c'est la génération Z aussi, donc c'est de plus en plus compliqué. Et ce qu'ils essaient de faire, en tout cas, c'est comme le disait Jean-Baptiste, il y a une lueur d'espoir, parce que avec le petit vivier qu'ils ont actuellement, ils essaient vraiment d'aller vers l'élite et de s'appuyer sur un groupe de 150-200 jeunes joueurs qu'ils ont déjà identifiés pour essayer de les faire grandir ensemble et rester en tout cas sur leur standard international. Oui, c'est effectivement ce que vont découvrir aussi cette identité galloise, on le disait. Alors il y a effectivement le sportif dont tu parles, Fabrice, et puis il y a cette ambiance. Fabien Galtier d'ailleurs en a parlé cette semaine à Cyprien Bétou et Marius Louis-François. Écoutez-le. Si je me mets à la place de Fabien Broboiry, de Noah Néné, quand j'ai découvert l'Ams Park de Cardiff, j'avais leur âge. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'appelle plus l'Ams Park, mais c'est toujours le même lieu, au cœur de la ville de Cardiff, au cœur du pays gallois, au milieu des cœurs gallois, puisque lorsque vous arrivez au stade, vous êtes saisi par les chants gallois qui vont durer 2 heures, ça ne s'interrompt pas. Ça commence dans le couloir, lorsqu'on descend du bus, jusque sur le terrain. Donc il y a quand même une dimension émotionnelle très très forte à vivre et à traverser. Donc il y a des joueurs d'expérience qui l'ont déjà vécu, puisque c'est la quatrième fois qu'on se déplace à Cardiff. Et puis d'autres qui vont le découvrir, et c'est quand même très très particulier. Très très particulier. Et ça déjà, ça nivelle les valeurs. En tout cas, ça donne un supplément d'âme pour les joueurs gallois, et ça peut surprendre les joueurs français, ça peut les saisir. Voilà, ça peut les saisir. Fabrice, tu as connu le 15 de France, mais on va dire pas une sélection contre le Pays de Galles à Cardiff. C'est vrai que c'est une ambiance particulière. Il y a une résonance particulière au Principality, enfin le Millennium Stadium. Oui, il y a un engouement incroyable. Les Gallois restent tellement fiers de leur équipe, de leurs racines, et c'est à travers leur équipe de rugby qu'ils arrivent justement à s'élever et à combattre contre leur ennemi juré qui sont les Anglais. Donc c'est un pays de mineurs, c'est un pays dur, c'est un pays de gens qui sont courageux, et ça se revoit à travers leur comportement sur le terrain. Ils sont généreux, et ces chants, comme le dit Fabien, c'est ce qui permet de les unir tous. Voilà, c'est une ferveur incroyable, et ils sont bien tristes évidemment en ce moment, parce que c'est un petit peu compliqué pour l'équipe nationale, mais ils s'engagent beaucoup. Alors on parlait tout à l'heure, Philippe parlait de merchandising, mais je peux vous dire que demain les boutiques vont être encore remplies de maillots. Le stade va être rouge et blanc. Il y aura du vert, il y aura des dragons et des poireaux qui vont être partout dans les tribunes. Les petits vont aussi supporter leur équipe, et puis ça va être la ferveur dans Cardiff. Voilà, puis c'est l'équipe de France, donc l'équipe de France quand même c'est quelque chose de magique aussi pour moi. Quand j'étais là-bas, en tout cas, l'équipe de France était extrêmement respectée et qui était adulée par son French flair.
Néanmoins, Fabrice, visiblement, il y a quelques jours, la crainte du côté gallois, c'était que le stade ne soit pas plein pour cette affiche Pays de Galles-France. Peut-être que les billets se sont vendus là dans ces dernières heures et ces derniers jours, mais en tout cas, en début de semaine, la crainte de la presse galloise et du côté gallois, c'est que le stade du Millennium de Cardiff résonne légèrement creux parce qu'il manquerait quelques places en haut du stade. Alors ça, je sais pas trop, mais il faut peut-être aussi voir le côté économique pour avoir accès à toutes ces places qui est quand même assez élevé en Grande-Bretagne. Oui, effectivement. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, on a bien vu Fabien Galtier qui prévient, lui en tant qu'ancien joueur, et voilà, qui a vécu ce genre de situation. Tu as été l'adjoint, Fabrice, pendant de belles saisons, notamment au Stade Français il y a une vingtaine d'années avec Fabien. Tu l'avais rejoint également ensuite plus tard à Toulon. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de son évolution, toi qui es proche de lui forcément? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que ça t'inspire de le voir aujourd'hui en tant que sélectionneur à succès, on va dire? Ah ouais, je trouve que c'était un poste de toute façon. Quelque part, il n'avait jamais été désigné, mais on savait que c'était un poste qui collait parfaitement à son tempérament et à la personne qu'il est, au capitaine qu'il était. Donc aujourd'hui, il bénéficie d'une génération incroyable, et donc sa manière, en étant très pointilleux, parce que c'est vrai qu'avec Fabien, lorsqu'on s'est retrouvé à la tête du Stade Français, nous étions de jeunes joueurs retraités. Donc c'était un petit peu difficile, et aujourd'hui j'ai évolué à nouveau une dizaine d'années après avec Toulon. Il avait complètement changé et il avait toute cette dimension qu'on retrouve aujourd'hui avec cette volonté de jouer la dépossession, basée sur les contre-attaques avec un impact physique important et avec beaucoup de jeux, beaucoup de stratégie. Donc voilà, je le retrouve, et également dans cette dimension d'identité qu'il essaie de créer avec le 15 de France, et cette transmission aussi. Je trouve qu'il y a quelque chose aujourd'hui entre les jeunes joueurs et les anciennes générations. Il y a cette transmission qui naturellement, et on a l'impression que ces jeunes joueurs, même sans sélection, avec zéro sélection, sont aujourd'hui en mesure ils n'ont pas d'appréhension de porter le maillot du 15 de France, et puis d'avoir ces matchs quand même qui sont extrêmement difficiles et de très très haut niveau. Voilà, notamment Fabien Broboiry. Tiens, Philippe Spanghero, on a l'impression qu'il a franchi un cap, on le sent plus assagi, ou en tout cas, je ne sais pas, plus serein, Fabien Galtier, dans sa communication notamment. Je ne sais pas si tu le ressens comme ça. Oui, Fabrice a raison. De toute façon, il y a de Fabien, mais comme peut-être tous les entraîneurs, je pense qu'en pense Jamba, mais peut-être qu'au départ, on ne se sent pas complètement légitime, alors on surjoue un peu dans la com, dans les postures avec les mecs pour montrer qu'on est le patron. Et aujourd'hui, je pense que voilà, Fabien a toute la confiance de sa fédération, il y a une relation qui est bonne, donc il a les clés du camion, donc il a moins besoin de surjouer. On peut toujours se poser des questions sur sa communication. Des fois, on comprend pas tout, mais ça, pour le coup, ça fait partie du personnage. Mais en tous les cas, on le sent quand même apaisé dans sa posture, dans sa position vis-à-vis de son staff et de ses joueurs. Voilà, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de sérénité autour de lui dans les conditions qu'on lui a créées. Ouais, Fabrice, tu fais partie des très proches de Fabien. Vous avez connu bien sûr plein de choses, je le disais, au Stade Français, puis ensuite à Toulon. Est-ce que tu as interagi avec lui, et est-ce que cette sérénité-là, tu la ressens toi aussi on va dire au quotidien? Oui, elle se voit, puisque il a changé de staff, et on s'aperçoit que les résultats sont toujours aussi probants. Et il y a toujours cette même communion entre lui et son staff. Donc c'est quelqu'un qui délègue beaucoup. Peut-être qu'il déléguait un petit peu moins lorsqu'il était un jeune entraîneur. Et aujourd'hui, il sait s'appuyer sur des compétences. Il sait prendre ce recul, et son message est peut-être beaucoup plus audible et beaucoup plus clair. Voilà. Et puis c'est quelqu'un quand même qui a une carrière incroyable, avec beaucoup d'expérience, et il arrive à transmettre cette confiance à ses joueurs. Et puis avec de l'ambition aussi. Je trouve que ce qui est bien, c'est que c'est cette ambition de vouloir tout gagner. Et alors je suis pas forcément toujours d'accord avec les datas, mais le fait que l'équipe soit très régulière tout le temps, avec 80% de victoires, avec des scores assez importants, je trouve que c'est
c'est des choses qu'il faut aujourd'hui mettre en avant pour obtenir de la confiance et pouvoir se fixer un cap pour les grands objectifs qu'il va y avoir dans peu de temps. Ouais, Jean-Baptiste Elissalde, enfin, on va dire, tu l'avais annoncé depuis le début de la saison que Fabien Broboiry serait international. Voilà, t'as déjà, c'est une belle paire de centres. Elle va pas être écrasée par cette ambiance, justement, ce que disait Fabien dans sa conférence de presse. Voilà, il y aura pas de souci. Allez, quand tu sors de la rue, il y a toutes les petites maisons pareilles, que tu tournes sur le pont, que les chevaux arrivent devant le bus et que tu vois toute cette ferveur. Il va y avoir un petit quart d'heure, c'est assez long pour rentrer dans le stade. Ils vont prendre leurs petites habitudes, ils vont rentrer, ils vont voir le toit fermé. C'est vrai que ça commence à gronder, mais une fois que le coup d'envoi va être donné, je pense qu'ils ont assez de talent pour faire abstraction de tout ça. Et puis ils sont bien aidés, il y a comme une équipe solide. Et puis il faut voir l'opposition aussi. Je pense qu'il y a quelques dizaines de points d'écart largement entre ces deux équipes, en tous les cas au début du match. Alors après, pour ce qui est de Broboiry, moi je vous l'ai dit dès le début de la saison, c'est pour moi l'un des garçons qui va peut-être être le plus émergent dans les mois qui viennent et qui pose de grosses questions aux sélectionneurs. Eh ben voilà, Fabien Broboiry qu'on va découvrir. Fabrice Landreau, on va te libérer bien sûr, te remercier. Un petit prono quand même pour demain, parce que la question c'est de savoir si on fera mieux qu'en 2000. Je crois qu'il y avait un écart de plus de 30 points, 33 points ou 36-3. 2000 c'est ta génération de joueurs. Est-ce que tu penses que cette équipe-là va faire mieux et battre le record d'une victoire des Bleus à Cardiff ? Ouais, je pense que l'équipe de France est en mesure de le faire. Est-ce qu'ils seront capables de battre le record qui avait été obtenu en 97 à Wembley? Ça, je sais pas. 98. Mais, 51 98 à Wembley, voilà. Donc, on verra. Mais en tout cas, je pense que l'équipe de France, comme Jean-Baptiste, ils vont remporter largement ce match. Voilà, on l'espère. Merci Fabrice Landreau d'avoir été avec nous. Merci toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Et ancien joueur du 15 de France, ancien entraîneur bien sûr du Stade français de Grenoble notamment, et puis surtout un peu des Charentes comme toi, Jean-Baptiste, quand même. Voilà, c'était plus Angoulême. La Charente inférieure, la Charente inférieure. Cognac Saint-Jean d'Angély aussi. Voilà, j'ai l'impression qu'on pourrait raviver une petite rivalité entre le 16 et le 17 numéro de ces deux départements magnifiques. On va se retrouver dans un instant, messieurs, pour terminer cette émission. On pourra aller voir Mathias. Bien sûr, on va aller voir Mathias à Toulon-Clermont, et puis surtout, on va se préparer pour un Qui je suis, si vous voyez ce que je veux dire, avec un duel entre Jean-Baptiste Elissalde et Philippe Spanghero sur la culture rugby, parce que c'est bien de l'étaler quand on en a. À tout de suite sur Sud Radio. Debar Automobile, négociant et mandataire automobile depuis 30 ans, présente Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, retour sur le top 14. On va bien sûr revenir sur le Galles France tout au long du week-end. Demain, on vous le rappelle, le rendez-vous 16h heure française, Galles France le tournoi, mais quand même la 17e journée du top 14 entre-temps, avec ce soir Toulon-Clermont 21h, le coup d'envoi. Puis on vous rappelle la victoire de l'UBB 55-32 face à Castres, le report de Perpignan-Pau, la victoire de Montpellier à La Rochelle 43-33, le succès du Racing à Bayonne 41-36, je l'ai plus, mais bon, enfin vous m'avez compris. Et puis Lyon face 41-36, victoire du Racing face à Bayonne. Voilà, bonus offensif pour les Bayonnais. Et puis le succès fleuve de Lyon face à Montauban 73-12. Philippe Spanghero est là, bien sûr. Jean-Baptiste Elissalde également. Et puis ce soir Toulon-Clermont. Tiens, Jean-Baptiste, Toulon-Clermont, dans ce contexte-là, comment tu vois les choses? Parce qu'il n'y a pas Olivon, il n'y a pas Jean-Baptiste Gros, il n'y a pas Baptiste Serin côté toulonnais. Est-ce qu'il y a un coup pour les Clermontois ce soir du côté de Mayol? Et oui, un coup à jouer, je serais tenté de penser que ça soit un match serré, mais en fait la question que je me pose, c'est plus du côté de Montferrand. Ils sont tellement habitués à des hauts et des bas que à tout moment ils peuvent replonger dans leur travers. Je regrette aussi que Christophe Furios soit mis à la diète des médias. Il a annoncé qu'il voulait plus parler pendant un mois là, parce que c'était quand même plutôt sympa. J'aimais bien moi. Et donc au-delà de ça, ouais, pour en revenir au côté, c'est surtout Clermont que j'attends, parce que
je vous dis, c'est un coup en haut, un coup en bas, et on sait pas trop à quoi s'en tenir, mais là, ils ont un coup à faire, et puis, au vu du classement, il est temps d'aller vite s'imposer à l'extérieur. Ouais, un mois de pause, tiens, réaction sur... C'est vrai que c'est une info qui est tombée hier et vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux de Sud Radio, alimenté magnifiquement par Marius Louis-François. Philippe, c'est vrai que c'est curieux. Pourquoi cette cure, cette abstinence pour Christophe Furios, dont c'est vrai, on a toujours un plaisir à écouter les sorties ou les punchlines? On ne sait pas trop, alors j'espère que c'est pas pour des sujets personnels qui pourraient le contrarier. Voilà, peut-être qu'il veut se mettre en retrait aussi pour sortir, parce que là clairement quand même, particulièrement sur la fin de saison dernière, il a fait des sorties qui sont devenues quasiment mythiques. Il y a quelque chose autour de lui. Bon, je sais pas ce qu'en pense Jamba, mais quelque part les managers sont aussi dans leur rôle de créer une forme de personnage, quoi. Voilà. Donc peut-être qu'il veut aussi sortir un peu de ça. Voilà, son équipe a besoin de se recentrer et il veut pas peut-être cristalliser l'attention. Je sais pas. Ouais. En tout cas, il sera bien là, Mathias Merlot, sur le bord de la touche, Christophe Furios, avec les Clermontois qui sont en embuscade pour venir peut-être faire un coup à Mayol. Ouais, salut, bonsoir Mathias. Bonsoir François, bonsoir à tous, bienvenue à Mayol. Effectivement, il est bien là, Christophe Furios, il était sur le terrain il y a quelques instants au téléphone. Il a longtemps marché sur la pelouse de Mayol qui pour l'instant est en bon état. La pluie s'est arrêtée dans le Var, normalement les conditions devraient être bonnes pour cette rencontre. 15 ans de disette pour Clermont à Mayol, plus de victoire depuis 2011, une victoire 17-0 face à Toulon à l'époque. Ça date pour Clermont qui doit absolument enchaîner une troisième victoire à l'extérieur. Ils ont gagné déjà 2 fois, c'était à Montauban et à Montpellier, et là il serait bien inspiré de gagner pour retrouver le top 6 et mettre la pression sur Paris. Et Toulon aussi serait bien intéressé par gagner puisqu'ils sont 7e, les Varois, 43 points, ils pourraient gagner 3 places en cas de victoire bonifiée. La bonne nouvelle pour les Varois, c'est s'ils sont mauvais à l'extérieur, ils sont excellentissimes à domicile avec pour l'instant ils sont invaincus avec 38 points récoltés depuis le début de la saison. C'est le 2e meilleur bilan derrière le Stade Toulousain. Ouais, ben voilà, Mathias, on te retrouve dans un peu plus d'une heure, avec le temps que plaisir. tu ailles à la buvette, acheter un sandwich, une merguez, voilà, boire un petit coup, serrer quelques mains. C'est bientôt les municipales. Merci Mathias. C'est important. Allez, ciao. À bientôt sur Sud Radio et bonne soirée bien sûr pour ce direct Toulon-Clermont à suivre. Mais avant cela, il y a le qui je suis. Eh oui, et messieurs, on va pas perdre de temps. On a moins de 2 minutes pour ce qui je suis entre Philippe Spanghero et notre ami Jean-Baptiste Elissalde. Messieurs, je ne vous donne pas le thème, vous me le donnerez tout seul à la fin. Alors, on cherche un joueur né en 1999 à Suva, au Fidji. Il a démarré sa carrière au Fijian Drua, puis il a évolué du côté du RCT avant de rejoindre le Loup Rugby. Oui, Philippe. Philippe, tu es souvent ? Non, pas du tout. Baptiste, Oui. Nicolo. Un point pour Jean-Baptiste Elissalde. On continue. De 3 essais aujourd'hui. Exactement, on continue. En 7 minutes. Eh oui, en 7 minutes et 37 secondes. Pour être tout à fait précis, ça ne compte pas, mais toujours 1-0 pour Jean-Baptiste Elissalde. Un autre joueur né au Fidji, mais cette fois en 1998. Il a donc 27 ans. Il a démarré à Nadi entre 2018 et 2020 avant de rejoindre le Castres Olympique avec lequel il a disputé déjà plus de 111 matchs. Philippe. Oui, Philippe. Nakarawa. Non, pas du tout. Il est beaucoup plus jeune que Nakarawa. Il n'a que 27 ans, lui. 15 sélections avec les Fidji, 111 matchs avec Castres et notamment des essais aujourd'hui. Oui. Ah ouais. Philippe. Oui, c'est Botitou, c'est Botitou. Botitou. Non, mais Jean-Baptiste a dit j'allais dire Botitou, donc j'accorde le point à Jean-Baptiste. Donc ça fait comme tu veux, donne des thèmes de merde. attends. Donc, alors là, et donc le thème c'est les Fidjiens évoluant. Pas du tout, pas forcément, puisque là on va passer sur un autre joueur qui est né à Bayonne en 2002. Voilà, un joueur qui est né à Bayonne en 2002. Il a commencé en junior à Courbevoie avant de rejoindre le Racing 92 en 2013. Oui. Baptiste Chouzedou. Non, pas du tout. Il évolue toujours au Racing 92. Il a marqué. Baptiste. Oui. Tom Spring. Non, il a marqué aujourd'hui un doublé. Oui. Philippe. Fischer. Non, il joue au Racing 92. Il a marqué un doublé aujourd'hui.
Il n'a joué que au Racing 92 en professionnel. C'est un francilien, voilà. 100e match aujourd'hui avec le Racing 92. Est-ce que ça commence par un B? Ça commence par un B, son nom de famille, et son prénom par un M. Voilà. Tu pourras avoir un point. Tu pourras avoir un point. Puis je crois qu'il a inscrit un doublé aujourd'hui pour le Racing 92. Je te le donne. Ah oui. C'est Maxime quelque chose. Oui, mais on l'a. 9 sélections avec les moins de 20. Bon, allez, on va passer à un autre. C'était Maxime Baudonne. Oui, Maxime Baudonne. Tant pis. Allez, un autre joueur qui a inscrit. Donc, c'est les marqueurs d'essais du top 14 de la journée. Et pas que. Des hommes qui ont marqué au moins 2 essais aujourd'hui. Un autre a marqué 2 essais. Cette fois, un homme qui est né à Édimbourg en 93. Alors, petit indice, n'était pas en top 14 qu'il a inscrit un essai aujourd'hui. Il a évolué avec la. Oui, Philippe. J'allais dire Finn Russell. Non, Western Province, Stormers, Glasgow Warriors, Harlequins, Glasgow Warriors. 3 sélections avec les Lions, 58 sélections avec l'Écosse. Il évolue au poste de centre et il a marqué un doublé aujourd'hui. Il jouera pas en France, c'est son prochain. Il jouera Hugh Jones. Hugh Jones. Allez, victoire de Jean-Baptiste Elissalde face à Philippe Spanghero. T'es dégoûtant quand même. Mais attends, c'est un thème avec que des mecs qui ont marqué des doublés aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que Jean-Baptiste doit pouvoir fêter ça avec les Montpellierins au Vieux Crampon. Et je suis sympa, je t'ai pas fait celui qui a évolué, qui est né à Nuit-Saint-Georges, qui a évolué au CS Nuiton, au Stade Toulousain et à Montauban en junior avant de démarrer en professionnel à Montauban. Kylian Ringuet, évidemment. Voilà. J'aurais eu 4 points. Ouais, c'est bon. Allez, messieurs, merci Philippe Spanghero. On vous retrouve demain, bien sûr, Jean-Baptiste. À demain, messieurs. À demain, Philippe. Égal France, bien sûr. Excellente soirée. On se retrouve dans une heure. Tout de suite, champion. Et puis les news à venir. À tout de suite. Debar Automobile, négociant et mandataire automobile depuis 30 ans, vous a présenté Sud Radio, au cœur de la mêlée.